Le Royaume-Uni, jadis l'empire où le soleil ne se couchait jamais, fait aujourd'hui face à une obscurité menaçante. Il a dominé le XIXe siècle comme nation la plus riche et puissante. Au XXe siècle, il a remporté 2 guerres mondiales. Même aujourd'hui, il possède le 6e produit intérieur brut mondial, malgré la 21e population la plus importante et la 80e superficie terrestre. Mais il y a des signes inquiétants que les meilleurs jours du Royaume-Uni sont peut-être derrière lui. Des problèmes économiques et politiques qui couvaient orque depuis longtemps éclatent désormais en crise. Les pénuries de logements, la crise démographique imminente et la mauvaise gestion du Brexit dominent. Mais l'avenir s'annonce encore plus inquiétant. Dans la décennie à venir, le Royaume-Uni pourrait perdre son statut permanent au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce qui diminuerait sa stature mondiale. Le gouvernement, à l'intérieur du pays, ploie sous le poids de ses lourdes obligations de service public. Une action urgente est son nécessaire, mais il n'est pas sûr que les dirigeants récents soient à la hauteur. Les Britanniques affrontent une dure réalité que la famille royale ne peut ignorer. Examinons comment la situation s'est aggravée. L'Empire britannique s'est fondé sur la navigation en eau profonde à la fin des années 1800 grâce à une marine très puissante. Cela lui permettait de débarquer des forces où et quand elle le souhaitait, ce qui maintenait son armée en avance sur ses concurrents. Économiquement, elle changeait librement de partenaire, enrichissant la population britannique. Et cette puissance militaire et économique faisait d'elle l'allié privilégié de toutes les autres puissances européennes. À mesure que la technologie progressait, elle s'est étendue petit à petit à l'échelle mondiale. La marine anglaise, plus compétente, s'est déployée à travers le monde et a pris le contrôle des réseaux commerciaux mondiaux. De 1600 à 1800, les Portugais ont cédé l'Asie du Sud et l'Extrême-Orient aux Britanniques, dont les colonies ont supplanté leurs rivaux en Afrique, Inde, Singapour et Hong Kong. Les années 1800 semblaient faites sur mesure pour la culture maritime des Anglais, et ils ont bâti le plus grand empire jamais vu. L'Angleterre est alors devenue l'une des premières nations à passer d'une société agraire à une puissance industrielle. Leur révolution industrielle a été catalysée par l'abondance de charbon et de fer, une main-d'œuvre qualifiée et des avancées technologiques de pointe. Les inventeurs britanniques ont créé la spinning jenny, le waterframe et le métier à tisser mécanique qui ont révolutionné les industries textiles. Leurs ingénieurs ont transformé des bateaux en bois en cuirassés propulsés par des machines à vapeur. Tout cela a fait pencher l'économie mondiale vers la plus grande île de la mer du Nord et a fait de Londres le centre du monde de facto. Bien qu'ils aient évité l'invasion des nazis et remporté la Seconde Guerre mondiale, la paix qui a suivi a changé à jamais l'économie anglaise. Le système de Bretton Woods, établi par les États-Unis, a éliminé les 2 plus grands avantages du Royaume-Uni en sécurisant toutes les routes commerciales mondiales. Les États-Unis ont rendu la domination navale britannique obsolète. Désormais, tout le monde pouvait expédier des marchandises mondialement sans nécessité de cuirassés pour la sécurité. Ainsi, tout pays avec une main-d'œuvre bon marché pouvait rivaliser dans la production de produits bas de gamme. L'industrie textile britannique a subi la concurrence de l'Inde, de la Chine et d'autres pays à bas coût. De plus, les Allemands et les Japonais, récemment vaincus, étaient interdits de reconstituer une armée. Donc toute leur énergie et leur attention se sont tournées vers l'industrie. Aujourd'hui, ces 2 pays ont plusieurs des 10 plus grands constructeurs automobiles mondiaux, alors que le Royaume-Uni n'en possède aucun, ce qui peut faire lever les yeux au ciel. Mais souvenez-vous, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce et Jaguar ont tous été fondés avant la Seconde Guerre mondiale et ont eu la possibilité de se développer à l'échelle mondiale. Personne ne l'a fait avant les années 1980, alors qu'il fallait redresser une économie en déclin. Margaret Thatcher a été élue pour impulser le changement. Elle a transformé son pays, alors perçu comme l'homme malade de l'Europe, en une économie de services puissante. Thatcher a réduit le pouvoir des syndicats, privatisé les grandes industries et combattu l'inflation ainsi que les déficits par une politique budgétaire. Le résultat a été le déclin accéléré des industries traditionnelles britanniques comme la fabrication et l'exploitation minière, laissant le secteur des services porter l'avenir de l'économie. Il n'y a que 2 façons de fournir des services, avec des personnes et avec des logiciels. Précisément, aucune des 50 plus grandes entreprises de logiciels au monde n'est britannique, et le Royaume-Uni commence à manquer de main-d'œuvre. Pour être plus précis, ils vieillissent à un rythme inquiétant.
Le gouvernement britannique prévoit qu'en 2040, près d'une personne sur 4 au Royaume-Uni aura 65 ans ou plus. C'est une augmentation par rapport à environ une personne sur 5 aujourd'hui. Ce changement apparemment minime aura d'énormes répercussions sur l'économie et les services publics. Avec le temps, il y aura de moins en moins de personnes en âge de travailler pour soutenir les coûts des retraites et de la santé d'une population âgée en pleine expansion. En 2021, il y avait 284 retraités pour 1000 travailleurs. D'ici 2040, ce chiffre devrait passer à 365 retraités. Une telle crise du vieillissement entraîne une croissance économique ralentie avec la baisse de la population active. Des impôts plus élevés pour couvrir les coûts des services publics, une baisse de la productivité à mesure que les travailleurs qualifiés partent à la retraite et une pression immense sur le service national de santé et le système de soins sociaux. Le Japon et l'Allemagne font aussi face à des bombes démographiques similaires. Le Royaume-Uni est en fait dans une situation pire avec un taux de fécondité de 1,6 parmi les plus bas d'Europe. Les faibles taux de natalité, combinés à l'augmentation de l'espérance de vie, signifient que le ratio de personnes âgées dépendantes par rapport aux contribuables au Royaume-Uni va rester déséquilibré pendant longtemps. Certains soutiennent qu'une augmentation de l'immigration peut aider à atténuer ce problème, et il est vrai que l'immigration a jusqu'à présent permis d'éviter le déclin démographique au Royaume-Uni. Mais des niveaux élevés d'immigration sont également politiquement controversés, et la main-d'œuvre importée a tendance à être moins qualifiée que les travailleurs qu'elle remplace. Un simple calcul suggère que le Royaume-Uni ne peut pas échapper à cet étau démographique, et les problèmes vont bien au-delà des seules retraites et des coûts de santé. Un manque de citoyens en âge de travailler freine la croissance économique et réduit les recettes fiscales, ce qui sous-financera défense, éducation et prestations sociales. C'est une bombe à retardement qui compliquera fortement la compétitivité économique du Royaume-Uni dans les prochaines décennies. Avant 2020 déjà, le Service national de santé et d'autres services publics clés au Royaume-Uni montraient des signes de faiblesse sous forte pression. Des temps d'attente records, des pénuries de personnel et du matériel obsolète devenaient alarmants et de plus en plus courants. Les estimations suggèrent qu'à elle seule, le NHS avait un déficit de 100 000 employés à temps plein au début de 2023. Le vieillissement de la population exercera une pression croissante sur la capacité en personnel de tous les secteurs à l'avenir. Des taux d'imposition élevés contribuent également à la fuite des cerveaux, si les meilleurs et les plus brillants du pays partent pour Lisbonne, Dubaï et d'autres paradis fiscaux. Cela fait donc un travailleur en moins pour financer les retraites et les services publics essentiels au mode de vie britannique. Le Royaume-Uni fait face à des grèves et manifestations de travailleurs publics, comme les infirmières, enseignants et employés des transports, réclamant de meilleurs salaires et conditions de travail. Ce ne sont que de simples secousses comparées aux chocs sismiques qui frapperont dans les années 2030. Si des mesures drastiques ne sont pas prises, l'héritage britannique en matière de santé, de transport et d'éducation publique risque de s'effondrer au cours de la prochaine décennie. Et il nous reste encore 2 problèmes à aborder avant que je n'y arrive. Pouvez-vous mettre un j'aime sur cette vidéo? Ça aide vraiment avec l'algorithme, merci. Lorsque le peuple britannique a voté en 2016 pour quitter l'Union européenne, cela a été présenté comme une opportunité de reprendre le contrôle des lois, des frontières et de l'argent, en dehors des contraintes de la réglementation de l'Union européenne, et il y avait une certaine logique derrière cela. La croissance économique lente de l'Union européenne, sa bureaucratie excessive et son approche uniforme des politiques étouffent l'innovation et la flexibilité parmi ses États membres. Le Royaume-Uni, toujours méfiant envers une intégration européenne totale, avait donc intérêt à s'éloigner des autres membres de l'Union européenne. Les Allemands font face à des problèmes économiques, énergétiques et démographiques déjà évoqués dans une vidéo précédente. Toute la région méditerranéenne est extrêmement endettée, et l'Italie, en particulier, connaît une crise des retraites qui ferait rougir les Britanniques. Cependant, la réalité de se détacher de l'Union européenne s'est avérée bien plus compliquée que prévu, et la position de négociation du Royaume-Uni a été affaiblie par des divisions politiques internes. L'absence de stratégie claire et unifiée a entraîné des années d'incertitude et de retard. Par exemple, les négociations interminables et les bouleversements politiques ont entraîné un écart de 4 ans avant la signature d'un accord commercial avec l'Union européenne.
Durant cette période, le commerce du Royaume-Uni avec l'Europe a fortement souffert. Selon l'Office national des statistiques, les exportations vers l'Union européenne ont diminué de plus de 20 milliards de livres sterling en 2021 par rapport à 2019. De plus, les accords commerciaux attendus, censés compenser la perte du commerce avec l'Union européenne, ont tardé à se concrétiser. En 2023 seul, quelques nouveaux accords commerciaux étaient en place, dont beaucoup se contentaient de reconduire les accords existants de l'Union européenne au lieu de créer de nouvelles opportunités. L'accord commercial très attendu avec les États-Unis, considéré comme un avantage clé du Brexit, a mis 4 ans à se concrétiser, ce qui était plutôt favorable aux Américains. C'était aussi un cauchemar administratif. Le Royaume-Uni a dû dépenser des millions pour les infrastructures frontalières et pour embaucher des agents des douanes, et tout cela a nui à leur secteur des services. Les entreprises financières britanniques, donc qui vendent leurs services dans l'Union européenne, ont été contraintes de délocaliser une partie de leurs activités vers des pays européens afin de maintenir l'accès au marché unique. C'est terrible, non ? Et ça empire. Je pense que l'Écosse devrait être un pays indépendant. C'est une question posée avec de plus en plus de vigueur par de nombreux Écossais qui voient les crises s'accumuler au Royaume-Uni et veulent en sortir. Le référendum sur le Brexit de 2016 a marqué un tournant pour de nombreux Écossais. Le vote massif de l'Écosse pour rester dans l'Union européenne avec 62% en faveur tranchait nettement avec la décision du Royaume-Uni dans son ensemble de quitter l'Union. Cette divergence a ravivé le désir d'autodétermination. L'indépendance de l'Écosse, que l'on pensait réglée après le référendum de 2014, est désormais bel et bien de retour à l'ordre du jour. Le Brexit a clairement révélé les divergences politiques entre l'Écosse et le Royaume-Uni. Aux dernières élections, les partis indépendantistes ont obtenu la majorité au Parlement écossais, mais le gouvernement britannique a bloqué un nouveau référendum. Pour l'instant, l'idée d'une Écosse indépendante dans les années 2030 ne semble plus farfelue. Plusieurs raisons expliquent la montée en puissance du mouvement indépendantiste ces dernières années. La démographie écossaise rajeunit par rapport au reste du Royaume-Uni. Il y a moins de crise du vieillissement au nord de la frontière, ce qui atténue l'une des principales pressions qui pèsent sur le Royaume-Uni dans son ensemble. De plus, de nombreux actifs pétroliers du Royaume-Uni se trouvent à l'intérieur des frontières maritimes de l'Écosse. Beaucoup d'Écossais regardent ces ressources et concluent qu'ils seraient mieux lotis en traçant leur propre voie économique, plutôt que de rester enchaînés à l'économie du Royaume-Uni. Que signifierait l'indépendance écossaise pour le reste du Royaume-Uni ? En bref, ce serait une catastrophe. L'Angleterre et le Pays de Galles seraient privés d'une grande partie de leur territoire, de leurs ressources naturelles et de leur base fiscale. Le déséquilibre démographique des actifs s'aggraverait encore. Militairement, ce serait très déstabilisant, car de nombreuses bases sont en Écosse. À présent, nous devrions essayer de renforcer notre argumentation et d'exposer certaines des voies de renouveau dont le Royaume-Uni dispose encore. Les îles britanniques ont longtemps été un bastion de stabilité et de sécurité. Leur géographie a protégé le Royaume-Uni de nombreuses guerres européennes ces derniers temps. La relation spéciale avec les États-Unis a renforcé les capacités militaires du Royaume-Uni et l'a intégré dans un puissant système d'alliance mondiale. Avec les armes nucléaires et l'alliance Five Eyes, ils peuvent tout contrer la plupart des adversaires. À l'est des îles, la mer du Nord fournit poissons, pétrole, gaz et peut lancer une nouvelle révolution verte. Les investissements dans l'éolien en mer ont déjà positionné le Royaume-Uni comme un leader mondial, avec des projets comme Hornsea, qui est le plus grand parc éolien offshore du monde. Des opportunités pour la capture du carbone et la production d'hydrogène sont également sur la table. Exploiter le potentiel de la mer du Nord pourrait garantir l'indépendance énergétique du Royaume-Uni, stimuler l'innovation technologique et créer des milliers d'emplois. La politique d'immigration demeure un moyen de traiter plusieurs problèmes majeurs du Royaume-Uni. Ce pays attire toujours de nouveaux arrivants. Les politiciens présentent souvent l'immigration comme une question binaire. Soit on ouvre les vannes, soit on construit un mur. Une approche nuancée de l'immigration pourrait à la fois dynamiser l'économie et alléger la pression sur les services publics. Attirer des immigrants qualifiés dans des secteurs comme la santé, l'ingénierie et les technologies de l'information permettrait de compenser les tendances démographiques qui menacent le dynamisme économique et la pérennité des services publics. Ce sont des problèmes épineux. Je suis content de ne pas gouverner le Royaume-Uni.
Peut-être que certains Britanniques insisteront sur le fait que l'ingéniosité qui a conduit la révolution industrielle et redessiné la moitié des cartes du monde apportera d'autres solutions à ces problèmes. Ce flegme britannique finira par l'emporter. Je reste sceptique. Donnez votre avis en commentaire et regardez notre vidéo sur les problèmes de l'Allemagne.